C'est moi qui fais le clap? Claude, tu as sorti un triptyque. Est-ce que tu as eu besoin de séparer ta création en chapitres? Tiens, c'est une très très bonne question, mais effectivement, il y a eu cette séparation parce que c'est évolutif. Au départ, j'ai fait le premier volume du triptyque avec ce que j'avais dans la tête. Ensuite, pour le deuxième, j'étais en tournée. Et donc, j'avais toujours le même cerveau, le même stylo, mais j'avais des références à la Haute-Savoie, à la région PACA, Marseille, à autre chose. Il y avait une autre vibration qui arrivait dans ma création. Et le troisième, c'est la même échéance. C'est-à-dire qu'il y a une interaction avec ce que j'ai vécu. C'est quelque chose qui est ouais, euh, inspiré par ce que j'ai vécu. Donc, ce sont des volumes et des évolutions. Je ne l'avais pas prévu au départ. C'est confronter, comme on dit, le réel, qui a fait que l'humeur a changé, et même musicalement. Quand on est sur scène, on voit des gens qui chantent, qui dansent, qui nous envoient des messages, et on a envie de leur apporter des musiques avec plus de soleil et de joie. Donc effectivement, on ne sait pas où on partait, mais ça a été évolutif. Du coup, c'est un peu comme une œuvre d'art, ce triptyque. Euh, on peut le voir comme ça, on peut le voir aussi comme des saisons, printemps, été, automne, hiver. On peut le voir comme une évolution sur 24 heures, matin, midi, goûter, dîner, souper. Mais comme on est dans le domaine artistique, il nous fallait quelque chose qui nous mène dans l'inconnu. Et quoi de mieux que l'espace, les planètes et toutes les alphas du centaure. Ça fait rêver. Et puis surtout, on ne savait pas où on allait. Après 7 ans d'absence, du coup, tu sors ce triptyque à chaque fois avec 7 titres. Tu avais déjà intitulé un album Chapitre 7. Tu as un Ouais. truc avec ce chiffre? Je crois que c'est quelque chose. Un jour, j'ai entendu un rappeur de Marseille, Akhenaton, qui a fait un titre qui s'appelle Le 7, où il y avait beaucoup de mystique, un rythme en 7 temps, impossible à rapper pour n'importe quel rappeur. Et je sais que c'est un chiffre qui a beaucoup de symbolique. Moi, c'est le hasard. Est-ce que tu te vois comme un observateur de la société? Ah, je me vois comme un ethnologue, oui, ou comme un journaliste, oui. Quelquefois comme un éditorialiste, quelquefois comme un enquêteur, quelquefois sur la rubrique féminine, hein, victime de la mode, quelquefois rubrique nécrologique, la concubine de l'hémoglobine, quelquefois rubrique littéraire, Solar pleure. On parle de choses qui n'existent pas puisque quelqu'un qui meurt ne peut pas raconter quelque chose, mais ça existe quand même. Donc c'est en gros, si on arrive à mêler les deux, ça fait du journalisme participatif, de l'ethnojournalisme qu'on appelle gonzo, en journalisme dans les années 60. C'est un peu ce que je fais dans le rap, mais il y a quelque chose qui rend la chose plus ludique et plus mnémotechnique. C'est la rythmique. C'est que ça bouge quand même, quoi. On n'est pas sur les bancs de l'ULB, on est dans des festivals ou des discothèques. Et est-ce que tu as aussi peut-être plus de liberté, du coup, qu'un journaliste? Euh, non, 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 non. La rédaction, elle est très très sévère, parce que c'est moi aussi. Et il ne faut pas écrire n'importe quoi. On se dit que les paroles s'en vont, les écrits restent. Alors si on voit un écrit, oui, il y a quand même Claude qui regarde que Solar ne fasse pas n'importe quoi. C'est une rédaction très 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 difficile. Comment se passe justement ton processus d'écriture? Généralement, écriture automatique. Voilà, écriture automatique. Commencer par un mot et puis ouais, c'est l'écriture automatique. Prendre. Le moment, il est extrêmement important. Une chanson qu'on irait faire derrière un bureau avec du temps, ça ne donnera pas la chanson express faite en écriture automatique. Ne pas oublier d'avoir du surréalisme, c'est-à-dire mettre des incohérences ou trouver des situations qui sont extrêmement bizarres. Ça, c'est pour moi, en fait. C'est-à-dire que quand je relis des choses, je me dis, ouf, heureusement que j'ai pas fait, ben voilà, l'intelligence artificielle. Quand on est seul dans son bureau, on écrit un peu comme une intelligence artificielle. Quand il y a de l'urgence, il y a plein de fautes et d'erreurs qui créent ce que j'aime, quoi.
Justement, tu dépeins un peu la société, tu parles de l'intelligence artificielle, tu parles de la révolution industrielle. C'est des thèmes qui continuent à t'animer, c'est peut-être ça qui fait que tu restes toujours finalement tellement actuel. Ouais, je suis actuel parce que je suis resté un enfant. Eh oui. Et donc, ce que j'avais dans mon adolescence, au final, je crois que j'essaie de ne pas l'oublier, c'est-à-dire de temps en temps donner des conseils, ne pas oublier, malgré ces conseils, d'avoir ce qu'on appelle des lubrifiants didactiques, c'est-à-dire, effectivement, on raconte des choses qui peuvent être dures, mais il faut les faire dans la joie et la positivité pour que ça entre bien dans les esprits. Et oui, en fait, ce qui me rend actuel, c'est que je n'ai pas bougé depuis toujours, c'est que j'ai les mêmes idées. Ce pas des idées qui sont automatiquement profondes. Hein. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive, qui va faire du beatbox, je vais me mettre à rapper. Mais j'aurais rappé des choses un peu profondes, donc dans la joie. Tu parlais de donner des conseils. Est-ce que c'était plus facile à l'époque quand tu as commencé, quand il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui? Il y avait pas l'accès à toutes les informations finalement en un clic. Est-ce que t'as dû te forcer à évoluer, en tout cas à changer ton point de vue là-dessus? Oui, je crois que avant moi, je lisais beaucoup, j'étais à la bibliothèque, je sortais, donc j'avais des informations que j'ai essayé de transmettre aux gens. Alors comme ça, ils écoutent la musique et puis ils vont ouvrir le tiroir et puis ils ouvrent un autre tiroir et puis ça cultive. C'est fini, Claude. C'est ce que j'aimais, et puis parce que maintenant, en 2 clics, on a toutes les informations. On a toutes les informations. Donc, en tant que passeur d'idées, de concepts, de recherches, de mots nouveaux, je me suis fait rattraper par la technologie. Et donc, j'écris maintenant, dans l'avenir, je vais écrire différemment. Hein. Je vais écrire des choses que tout le monde connaît. Je m'appelle Claude, la capitale de l'Angleterre, c'est Londres, des choses comme ça, hein, parce que chacun connaît tout. Ouais. L'intelligence artificielle est plus forte que les humains. Google est plus fort que moi depuis toujours. Maintenant, je le sais. Ah non, c'est triste, tu restes un optimiste. Non, mais il y a quand même ça, tu vois. Avant, quand je mettais, je sais pas, le dormeur du Val, chose que j'avais écrite à l'école, que je voulais transmettre, la personne, elle écoute le morceau, elle dit « Oh, il est bien ce morceau, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc il allait demander à un copain dehors, et le copain il dit « Non, je connais pas », et puis ils vont chercher une encyclopédie, et puis ils vont fouiller, et puis ils vont tout lire, et donc ils vont savoir qu'il y a Arthur Rimbaud, machin. Oh, je peux plus en un clic. Mais dans l'avenir, je crois que je vais trouver, je sais pas, un système d'hypertexte qui va pouvoir encore me... Non, je sais pas encore. En tout cas, tu es encore là pour longtemps. Euh, Oui, bien sûr. Bon, évidemment, il y a des phases de repos. Mais là, je prends tellement de plaisir que peut-être que je ne vais pas me reposer. Je suis dans un truc qui est assez imbriqué, quoi. C'est-à-dire que le repos et la musique, à mon avis, c'est presque la même chose. On part dans un studio, on va chanter dans des endroits, on est avec des gens positifs pour enregistrer, mixer, masteriser. Euh, Même quand on fait de la musique, on est en plein repos. C'est pas du travail en tout cas. Le travail, c'est tripalium, c'est quelque chose qui doit être dur. Toute la partie de création et d'interprétation, c'est la plus grande joie du monde. Je me rends compte aujourd'hui. Hein. Avant, je tournais très peu. Est-ce que tu as eu besoin aussi de t'entourer peut-être de personnes qui te connaissaient moins, en tout cas avec lesquelles tu n'avais jamais travaillé, pour essayer de sortir de ta zone de confort? Moi, j'ai une habitude, j'ai mes habitudes, mon flow, mes patterns, on appelle ça mon karaté, mes katas. Mais ça fait longtemps que je fais de la musique. Et donc, je sais pas, rencontrer d'autres personnes, des compositeurs, des gens qui apportent une autre énergie. Mais qu'est-ce que c'est bien. 1, on rencontre un humain. 2, on connaît sa ville. 3, il a une vision de toi, mais il peut t'emmener plus loin. Et si on lui laisse la possibilité de le faire, il t'apporte des choses que tu n'as jamais fait. C'est aussi quelque chose que j'ai très très peu fait. J'ai très peu fait de featuring en 20 ans.
je suis obligé de mentir parce que ça fait 30 de musique. Et là, en un an, j'en ai fait plein, parce que ça apporte du sang neuf. Ça apporte du sang neuf et puis on rencontre des gens. C'est indispensable. C'est pas pour, comment on appelle ça, être only the strong can survive ou pour être toujours là. C'est juste que les aventures humaines, elles sont, c'est indispensable. Alors à l'époque, tout début, ça commence sur Radio Nova. C'est là où tu fais Bouge de là. Pour la première fois, un titre que tu dois écrire finalement, tu l'apprends la veille, quoi. Ah oui, écrit la veille ou l'avant-veille, machin, je le connaissais par cœur, ça va. Moi, par cœur, il y a de l'improvisation dedans. C'était une émission où les rappeurs étaient invités, et puis s'ils avaient la chance de passer, on passe. Alors il y a quelque chose qui est bien pour l'authenticité de la chose, c'est que s'il y avait du freestyle, une histoire... C'est exactement la même chose que j'ai enregistré après. Il n'a même pas été écrit. Toute la fin du morceau, alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller partir, bifurquer, j'ai dû disparaître pour réapparaître et tout ça. C'est de l'improvisation. C'est que de l'improvisation. Et puis il y avait une partie raga, une version longue, qui était pareil, de l'improvisation. Oh là là. Ah oui, donc il faut quand même, en tout cas, peut-être que comme il n'a pas été réécrit et que c'était la source, la même vibration qu'il y avait à Radio Nova, peut-être que ça... Bon, heureusement qu'il n'a pas été réécrit, que c'est la même chose qui était brute. Dynasty, qui était un grand DJ, l'équivalent en Belgique d'un DDK, c'est-à-dire un pionnier, et puis Lionel D, qui faisait passer les rappeurs de toutes les banlieues parisiennes dans cette radio une fois par semaine. Ouf, heureusement que j'y suis allé, sinon j'aurais rappé quand même. Tu as été poussé par un prof à l'époque qui t'a dit va voir un peu ce qui se fait du côté de Saint-Denis. Ouais, exact. J'étais dans un institut d'anglais, Charles V, à Saint-Paul-de-Marais. Je me dis, bon, c'est sérieux là, on est à l'université, c'est fini le rap. Et il faut que le gars qui me voit me dit allez voir là-bas, il y a des choses qui sont super. Il y avait de l'ethnologie sur le hip-hop, il y avait les arts graphiques basés sur le graphe, la tinta, il y avait l'histoire de choses que j'aimais bien, le Bronx, Couleur, il y avait des envoyés spéciaux qui faisaient de l'ethnologie, qui allaient voir les groupes de rap dans leur lieu, dans leur habitus, C'était incroyable, c'est-à-dire que moi je me dis bon, ça y est, il faut être sérieux. Et il s'appelait Georges Lapassade, c'est un ethnologue qui a fait dans cette fac rebelle qu'on appelait Saint-Denis. C'est pourquoi fac rebelle? Parce que c'était une fac qui était ouverte à tous les gens qui avaient envie de faire des études supérieures. Donc je croisais des gens qu'on n'avait pas le même... Oh non, c'était super. Tous les rappeurs sont passés par là, hein. Des plus grands taggeurs aux plus jeunes de l'époque. Il y avait des gens qui avaient 14 ans qui étaient déjà là. C'est incroyable. Vive le hasard. À l'époque, le rap était assez stigmatisé, assez cliché. Comment t'as fait? T'as toujours cherché quand même à avoir ces différences dans l'écriture, etc. Est-ce que tu crois que c'est ça qui a permis... Tu as participé vraiment à l'émancipation de ce mouvement. Quel regard tu portes aujourd'hui? Alors, dans cette fac où il y avait l'ethnologie sur le hip-hop, il y a un professeur qui m'a dit « c'est bien ». Alors lui, c'est vraiment le rap pour réapprendre à parler fort et tout ça. Et il m'a dit « c'est bien ça ce que tu m'as fait ». Ouais, il a séparé l'image qu'il y avait du rap du potentiel que plein de gens avaient. J'en suis fier, mais quelques temps après, je suis venu en Belgique, il y avait exactement la même chose, une sorte de mouvement en lien avec la Zulu Nation, plein de gens dans les rues qui aimaient ça, qui avaient envie de revendiquer dans ces mêmes années. Donc moi, c'est la partie française, mais il y a la même chose en Belgique, il y a la même chose partout. Mais oui, automatiquement, j'en suis fier. J'en suis fier comme autant qu'IAM, qu'NTM, qu'Assassin, que EJM, que Lionel D, que Dynasty, que Squidly D. Parce qu'il y avait plein de gens là qui étaient là un peu partout. Que Bruxelles Rap Convention, qui était la réunion des premiers rappeurs d'ici. Oui, non, j'ai pas de fierté en fait. J'ai juste vécu quelque chose. Et en fait, quand je le vivais, il y avait plein de gens qui avaient exactement les mêmes choses que moi.
exactement les mêmes choses, les mêmes références, les mêmes flows, l'envie de parler, quoi. Mais on est content aujourd'hui. Mais tu te rendais compte que c'était le début d'un basculement quand même culturel? Euh, ouais, je me souvenais, j'avais écouté un rappeur donc, qui était avant moi, un devancier, qui s'appelait EJM et qui disait le rap attaque avec force et puissance. Le rap attaque et il débarque en France. À la télévision, à la radio, la voix de tous les MC montera plus haut. Les branchés de Paris vont réagir et même ceux qui n'aiment pas le rap devront le subir. Et il chante ça avant même qu'il y ait la première production discographique, rapologique en France et en français. Donc, comme je l'écoutais, je me dis waouh, il a anticipé l'avenir et puis il te donne une envie de, je sais pas, de continuer. Quand tu vois maintenant la place qu'a le rap aujourd'hui dans la société, c'est la musique la plus écoutée. Est-ce qu'il y a une fierté? Non, parce que moi, j'ai jamais eu le combat pour une vision particulière du rap. Moi, j'ai le combat sur la licence poétique, la possibilité de créer des individus. Quand je vois Orelsan, Stromae, puisqu'on est ici, mais Big Flo et Oli et Gradure, en fait, c'est pas le genre qui compte, c'est quand on presse, voilà, quel jus il y a. Et donc évidemment, fierté de voir tous ces nouveaux, de voir que le rap est là, mais j'étais une partie et je suis une partie, un cheminement parmi tous les autres, quoi. S'il est là aujourd'hui, c'est grâce à Alliance Ethnique, à YAM et à tout le monde. Ouais, mais j'en suis... ouais, je suis content, je suis content. Maintenant, le rock me manque même. Le rock, hein. Le rock me manque. Ça veut dire quoi, que si tu avais 20 ans aujourd'hui, tu ferais plutôt du rock? Plutôt à contre-courant? Je ferais un truc entre rap et rock. Je ferais du Plastique Bertrand. Je suis pas sûre que ça... Si. Non, mais bon, on aimait bien, mais... il n'y a plus de rock. Donc oui, on a gagné, mais il faut aussi laisser la place aux autres. Mais ça veut dire, si tu as 20 ans aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu ferais la même musique Si de la j'avais 20 même ans, manière? nous, on a fait une musique qui n'existait pas ou qui était parallèle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'avoir de musique parallèle, parce que depuis, à part le grunge, qui était arrivé, mais qui était arrivé avec beaucoup de marketing, avec quelque chose de mode, aujourd'hui, c'est plus possible. Je ne sais pas quelle musique je ferai, parce que rien ne peut maturer dans le secret. Tout est directement sur les écrans. Donc, je ne crois pas que j'aurais fait quelque chose. Je crois que j'aurais fait quelque chose dans la tendance, mais je ne sais pas quelle est la tendance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toute ta carrière, de tout ton art? Qu'est-ce que j'aurais qu'on retienne? Oh là là. Oui, oui, bon, c'est dur, hein, parce que je vais dire un truc fantastique. Mais en gros, je sais pas, que j'étais équilibré. J'aime bien ce terme équilibré. Parce qu'il y a des choses qui passent ce sont plein d'extrêmes. Des choses rigolotes, des choses très sensées, des choses dansantes, des choses barrées, pataphysiciennes, des choses très très littéraires. Mais donc on va se dire, mais c'est un ouf. Mais non, en fait, c'est quand même équilibré tout ça. Donc Claude, c'est comme le vélo, c'est l'équilibre. Est-ce que tu garderais Solar? Ah oui, Solar, c'est beau. C'est les lettres que j'arrive à faire en tag. Et c'est un beau nom. Je parle pas parce que c'est le mien, mais mon ancien nom, c'était Cash. Ça faisait un peu américain. Ou bien, tu vois, je sais pas, il passe partout. Je sais pas, ouais, Solar, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Je l'avais pas choisi justement pour qu'il soit spécifiquement agressif ou machin. Il y a beaucoup de hasard dedans. Mais je garderai Solar, MC Solar. Ça va, il tient.
Est-ce que tu es heureux aujourd'hui quand tu vois que ta musique a traversé le temps, que toutes les générations écoutent du MC Solar? Oui, je suis heureux qu'il bouge sur Bouge de là et que d'autres générations ont bougé sur Solar Pleur ou sur Maître de cérémonie. Euh, ouais, oui, oui, ouais, je suis un peu comme Florent Pagny ou comme Annie Cordy pour rester en I, ou comme Johnny euh, et Claude MC. Ouais, on est content et on le voit quand on chante sur scène. Tu te mets plus de pression aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si tu t'en es déjà mise un jour, mais par rapport à la musique, par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu sors ce que tu as besoin de sortir et puis c'est tout, ou il y a quand même une pression d'essayer de rester, voilà, on sait que c'est une industrie quand même compliquée, surtout aujourd'hui où tout bouge très vite, Ouais. les artistes restent de moins en moins longtemps. Mm. Donc, Pression, non, non, ça j'ai pas. J'ai pas de pression. Et j'en ai pas eu le premier jour et au dernier morceau, parce que c'est la feuille, c'est ce que tu fais. C'est comme certains, même ce que tu fais dans le secret, essaye de le faire bien, parce que s'il est exposé, il faut qu'il soit parfait ou qu'il soit à peu près bien. Et ça, depuis que j'ai entendu ça, depuis toujours en réalité, on le fait pour soi. La chose qu'on sort, quoi. Euh, non, j'ai pas de, j'ai pas de pression comme certainement beaucoup de gens, quoi. alors, tu as aussi un amour du cinéma. Tu as été dans le jury à Cannes avec Martin Scorsese. Qu'est-ce que ça t'a appris et est-ce que ça a influencé après ton écriture? On sait que tu écris de manière très cinématographique. Est-ce que ça a réellement eu un impact? L'impact que le jury du Festival de Cannes a eu, oui, il est existant. Avant, bon, j'écrivais avec l'unité de temps d'action de lieu, des évolutions, des choses que j'avais appris à l'école, un peu théâtrale. Non, là j'ai vu l'importance de tous les endroits, quoi. L'importance des seconds rôles, du décor, du ton, parce que chacun en faisait des débriefs. Je me dis, mais punaise, ben oui, ça c'est super important. Euh, et puis j'ai écrit un petit peu différemment de temps en temps. Je me suis permis de faire des histoires. Je sais pas, bon, je peux en citer, mais il y a un titre qui s'appelle Jumelles, dernièrement un qui s'appelle Cinéma pour les aveugles. En gros, mais oui, on apprend énormément. Je ne savais pas que c'était aussi complexe de faire un film, quoi. Le mix du son, est-ce qu'on opte pour un pseudo-dogma ou pas? C'est incroyable qu'en un minimum de temps, en une quinzaine, c'est un stage, c'est un séminaire, où on apprend que tout est important. C'est pour ça qu'ils sont autant au générique, hein, parce que alors la seule chose que j'arrive pas à mettre quand j'enregistre, avec tout ce que j'ai appris à Cannes, c'est les costumes, quoi. Parce qu'on est en studio sans être habillé. Ça t'a pas donné envie de réaliser un film? Ah, j'en ai plein. Il y a plein de, il y a plein de débuts de films dans des chansons, mais non, réaliser un film, il faut laisser les professionnels faire. Acteurs non plus, acteurs, il y a des gens qui vont faire des écoles, ils connaissent des choses, ils savent lire les marques par terre, manger, comment on appelle ça, le chou-fleur avec de la mayo, on appelle ça, ou le coleslaw, attendre. Je ne peux pas arriver en disant oh. Non, non. Il y a, il y a des professionnels partout. Mais est-ce qu'on t'a déjà approché pour le faire? Oui, une fois ou deux, ou 10 ou 20. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de se mettre là. Hop, c'est comme si je vais jouer à Anderlecht et puis j'ai fait que du handball, quoi. On va tuer le match. Merci beaucoup, Claude. Merci. Oh là là là. T'as réussi à créer un mood, hein.